mes exercices. Non, oui, la première chose que je dois vous dire, et la première chose qu'on dit chez les personnes qui viennent se former, on n'est pas ici pour faire le clown, on est ici pour essayer d'être clown. Et alors, je vais faire mes exercices comme il y a un certain stress qui monte, comme ça je vais... Donc, le clown, c'est habiter ses pieds. Vous avez vu les clowns dans la tradition, les clowns de cirque, ce sont des grands pieds. Et les pieds, c'est pas n'importe quoi. Et dans les soins, on vient de le rappeler, c'est pas facile lorsqu'on frappe à une porte. On ne sait pas qui on va rencontrer chez l'autre, mais qui on va rencontrer en soi, comment on va être confronté, comment on va être mis au travail. Alors c'est important d'avoir les techniques, des outils, mais on ne peut pas faire l'économie d'être mis au travail sur le plan personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que chacun, clinique, ça rime avec unique. Chaque patient, chaque résident est unique, mais chaque soignant est unique. C'est pour ça que pour nous, dans les formations, ce sont des formations transformation, où nous ne pouvons concevoir, imaginer la formation que sur mesure, avec chaque soignant. Et d'ailleurs, c'est une étape qui peut concourir à se préparer lorsqu'on s'ouvre à la différence de chacun des collègues qui sont en formation transformation. On se prépare à s'ouvrir aux surprises, à l'inconnu, à la singularité de chaque personne à rencontrer. Heureusement qu'on a des repères techniques, qu'on a des outils, etc. Mais après, il s'agit de se rendre disponible pour l'inconnu, pour l'aventure de la rencontre, pour les surprises de la rencontre, et pour ceux qui viennent travailler avec moi, que ce soit dans les ateliers de clown thérapie ou dans les formations de base, j'ouvre mes journées avec des petites clochettes où j'invite chacun à s'ouvrir aux surprises de la rencontre. Je vais peut-être d'abord vous raconter, je voudrais, aujourd'hui, je sais que je dispose de peu de temps, donc je vais prendre le temps, pas prendre le temps quantitativement, mais je vais essayer de garder le temps dans l'instant. Le clown est un art de l'ici et maintenant, un art du moment présent. Et pour être présent à l'autre, il s'agit d'abord de prendre le temps, d'essayer d'être vraiment présent à soi. Et ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et j'ai dû, et là aujourd'hui, comme je suis, j'avais un petit peu le tric-trac avant de venir sur cette scène. Donc j'ai venir prendre le temps de se ressentir, de se poser dans ses pieds, se poser dans son bassin aussi. Le bassin est quelque chose de très très important. Il y a eu des études qui avaient eu lieu à l'université de Lausanne, où on s'était posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un bébé, un jeune enfant, donc une personne psychiquement très dépendante, comme on retrouve des états au grand âge, ont leur sécurité de base. On avait filmé des papas, des mamans. Le critère avait été assez étonnant au niveau non-verbal. L'Auguste, celui qui a le nez rouge, il est posé dans son bassin, il est posé dans ses pieds, et à partir de là, on peut entrer en relation, en interaction au niveau non-verbal. Aujourd'hui, je voudrais, plus particulièrement, parce que la démarche est riche et complexe de différentes applications, mais par rapport aux personnes Alzheimer que nous accompagnons, nous avons commencé en 95, en 95, ce que nous avons appris avec ces personnes, c'est que ce sont des personnes, si je vais droit à l'essentiel, on parle beaucoup de troubles du comportement. Nous préférons dire que ce sont des personnes qui s'expriment par des comportements. Parce qu'à ce moment-là, on est dans une approche positive. C'est vrai que nous nous exprimons principalement par la voie des mots. Il y a la majorité d'entre nous, les personnes qui sont dans cette salle, qui sont au niveau degré dépendance psychique. Quand je parle degré dépendance psychique, je ne parle pas des GIR. Oui, ça c'est peut-être ça aussi qui est important. Les GIR, c'est les dépendances fonctionnelles, fait, ne fait pas seul. Quand je parle de dépendance psychique, je fais référence au degré de dépendance qu'on trouve chez Winnicott. Winnicott est un psychanalyste pédiatre qui a beaucoup travaillé, qui est le plus utilisé par les art-thérapeutes. Il s'est beaucoup intéressé aux applications du jeu. Il a dit par exemple quelqu'un qui n'est pas capable de jouer,
n'est pas fait pour les métiers de la relation, et que le jeu est thérapeutique en soi. Mais il s'est aussi beaucoup intéressé au degré de dépendance psychique. Et le docteur Charazak, que vous connaissez peut-être, les psychiatres, gérontopsychiatres à Lyon, dans les début des années 80, on avait redécouvert les écrits de Winnicott. Et ce qu'il avait dit, le professeur Charazak, il avait essayé de résumer une pensée, une théorie de Winnicott. Il avait dit, avec des personnes psychiquement très dépendantes, sous certaines conditions d'environnement, ce qui a été gagné peut être perdu, ce qui a été perdu peut être regagné. Je pense que toute une série de symptômes, de troubles qu'on appelle troubles, qu'on étiquette trop souvent troubles du comportement, je préfère dire comportement troublé, sont pour une part causés ou amplifiés par l'environnement soignant, par nos manières de ne pas être ajustés dans la relation, dans la communication affective, dans l'empathie. Le professeur Schauder, qui est psychologue clinicienne, elle avait résumé, il y a 2 compétences à développer chez les soignants. C'est empathie et contenance. La contenance, on n'en a pas encore parlé, si j'ai bien entendu jusqu'à présent. La contenance, c'est justement, ça rejoint ce que disait cette étude de l'Université de Lausanne. Qu'est-ce qui fait avec ces personnes psychiquement très dépendantes, qui sont fragilisées, qui sont hypersensibles à comment nous sommes en relation avec elles. Et je pourrais avoir lu tous les livres, je pourrais avoir fait 5 doctorats, je pourrais avoir toutes les techniques, tous les outils. Ils vont être sensibles à comment je suis, dans le moment présent avec eux. Et la présence contenante, ces personnes qui ont une insécurité de base, une insécurité affective de base, ils ont besoin de notre présence contenante, paisible, apaisante. Et pour nous, ça s'enracine dans la posture de base de l'auguste. Paisible à la fois pour l'autre, paisible pour moi. Je dois m'apaiser, je dois me poser, je dois m'enraciner. Et comme ça, je pourrais contribuer à concourir à la sécurité de base de la personne que je rencontre. Alors, si je veux ouvrir à l'empathie ou à la communication affective, qui sont tellement essentielles, il est encore plus important d'être centré. Parce que l'empathie, la communication affective, c'est l'ouverture, on le parle depuis hier, l'ouverture à l'amour. Et on pose la question, mais c'est quoi ça? Je dirais pour le clown, c'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur et des entrailles. Parce que ces personnes nous mettent au travail dans ce qu'on appelle le noyau archaïque de l'être humain. C'est-à-dire qu'ils sont aux prises, notamment, et Naomi Feld l'a bien mis en évidence, avec des retours de mémoire en particulier au niveau archaïque, au niveau de l'enfant et de la petite enfant, même du bébé dans l'adulte, de l'enfant dans l'adulte et du bébé dans l'adulte. Qu'est-ce que c'est accueillir ces mémoires? Et pour accueillir ces mémoires, j'ai non seulement besoin d'une présence contenante, paisible, apaisante, mais j'ai besoin aussi d'un ancrage corporel des émotions. Un ancrage corporel des émotions, c'est-à-dire pour que je puisse vivre mes émotions dans la sensation, pour être à l'écoute de l'autre en restant à l'écoute de moi. Parce qu'à tout moment, comment ma présence agit? Comment ma présence agit? C'est pour ça que pour nous, comme beaucoup d'autres démarches professionnelles de relations d'aide, il y a une responsabilité, le travail sur soi. Parce que sinon, c'est comme si je disais que l'autre se débrouille avec les conséquences de mon état. Que l'autre se débrouille avec les conséquences de mon état, de ma présence, de ma manière d'être et de réagir. Or, ce sont des personnes hypersensibles à la manière, à ma qualité de présence, à ma manière d'être en relation. Ce qui est passionnant pour nous dans le travail avec Françoise que nous accompagnons, aussi bien dans les ateliers de clown-thérapie que dans les formations au clown relationnel, c'est que chaque être humain, chaque soignant, ou chaque personne, ou chaque bénévole est un être unique. Nous avons une histoire relationnelle unique. À tout moment, cette histoire relationnelle peut me mettre aux prises avec des réveils de mémoire, des résonances de mémoire personnelle.
Ça peut me mettre aux prises aussi avec des fermetures. Nous avons des zones d'indifférence, des non, voire des zones de fermeture, où nous avons des zones aussi où ça réagit en nous. Et je risque d'être dans la maltraitance réactive. Vous entrevoyez pourquoi nous continuons à développer cette cohérence, travail sur soi, développement de compétences professionnelles pour les soins relationnels. Et ces deux genres qui sont en interaction, puisqu'il s'agit d'être présent à l'autre en restant présent à moi, et de micro-instant en micro-instant, avec les surprises de la rencontre, être prêt à me micro-ajuster. Et c'est cet art-là, cet art de la rencontre-accompagnement qui est le plus relationnel. Ça va jusqu'à présent. Où est-ce que j'en suis là? Ah, magnifique. Bien. Ah, magnifique. Hein? Les anges sont arrivés. Et c'est vrai que le clown, ça a à faire avec l'ange. Donc, Christian et Françoise est là. Et donc, en 1998, nous avions présenté notre travail au Conseil de l'Europe à Strasbourg, au Congrès psychothérapie des démences. Et nous étions à la table des art-thérapeutes. Il y avait le professeur Charalac qui était président de séance, il y avait 2 musicothérapeutes et nous-mêmes. Et pendant tout ce congrès, il y avait des gens extraordinaires de la génération qui m'a précédé. Moi, je viens d'avoir 60 ans. Et nous avons beaucoup appris avec ces personnes. Mais nous avons été troublés, touchés, parce qu'ils disaient quand il n'y a plus place pour la parole, on ne peut presque plus rien ou plus rien, disaient certains. Et moi, j'ai commencé ma prise de parole. Quand il ne parle plus, tout peut commencer à certains niveaux. Et c'est ça qu'on va essayer de vous partager un petit peu. Oui, Françoise. Et j'avais intitulé à Strasbourg mon exposé « Heureux communique avec des personnes dites démentes ». Aujourd'hui, la proposition que je vous fais, c'est « Heureux communique avec des personnes qui s'expriment par des comportements ». Quand je dis qu'ils s'expriment par des comportements, elles peuvent être ludiques ou elles peuvent avoir la parole, mais qui s'expriment principalement par des comportements. Alors, cette manière originale, spécifique d'envisager le clown, elle n'est pas tombée du ciel, si je puis dire. C'est, en tout cas pour ce qui me concerne, ça s'est inventé avec des enfants autistes. En 1978, j'avais raconté en 2008, lors du premier congrès ici à Paris. Si vous voulez voir, parce que ça prend une douzaine de minutes pour vous expliquer ça, j'ai fait on a enregistré sur YouTube, donc vous allez YouTube, vidéo, vous tapez clown relationnel et vous aurez quelques vidéos où je raconte comment ça s'est inventé avec les enfants autistes. Je dirais que c'est grâce à eux, avec eux, que s'est inventé une autre manière d'envisager, de pratiquer le clown, qui est vraiment très très différente du clown de spectacle. Et puis petit à petit, la démarche s'est appliquée avec d'autres personnes psychiquement très dépendantes, en pédiatrie, en gériatrie, en psychiatrie, en soins palliatifs, avec des personnes handicapées mentales, voire polyhandicapées. Et en ce qui concerne le secteur personnes âgées, nous avons commencé en 93, je traduis, en 93, en 94, en maison de retraite, et en 95, avec des personnes Alzheimer et troubles apparentés. Alors, ce n'est pas, j'ai commencé à vous le dire, en tout cas, ce n'est pas du clown de spectacle, et ce n'est pas, et c'est une démarche très différente des artistes clowns à l'hôpital. Donc ce sont des démarches différentes, susceptibles d'être parfois complémentaires, mais c'est très différent, puisque nous sommes, c'est plutôt une démarche de soins relationnels par la voie du clown. Donc pourquoi avons-nous appelé clown relationnel? C'est un mot valise pour synthétiser 4 spécificités relationnelles de la démarche, ça je n'aurai pas le temps de vous développer. Relation, soins relationnels, savoir-être relationnel et approche clinique relationnelle. Pour nous, c'est les 4 dimensions du relationnel en interaction. Et donc, c'est une démarche d'art-thérapie. L'art agit sur l'humeur des personnes, sur l'ambiance des unités de soins, mais l'art n'est pas thérapeutique en soi. Attention, prudence. Et on peut avoir des dérapages. Et j'ai eu des coups de téléphone ou des personnes qui me rencontrent, qui me disent « Ah, monsieur Mouffard, on a invité des clowns. » Et à certains moments, c'est magnifique, et à d'autres moments, c'est catastrophique. Oui. Parce que les personnes psychiquement très dépendantes, et c'est pour ça qu'il faut être très très rigoureux sur le plan clinique, ne sont plus aptes à être mises en position de spectateur.
Or, les formations de clowns qui existent, et c'est un art magnifique, c'est un art de la représentation devant l'autre qui est mis en position de spectateur. Ici, c'est un art de la rencontre-accompagnement. Ici, je suis dans la position plutôt où vous êtes mis en position de spectateur, mais si je suis dans le soin relationnel, c'est vous qui devenez acteur. C'est moi qui me sens sur vous comme acteur de votre propre vie, y compris en particulier si vous êtes psychiquement très dépendant, éteint, ou dans des déambulations, ou dans des cris gémissements. Et donc, pour ceux que ça intéresse, on peut vous l'envoyer aussi par Internet. Dans l'Artu Art et Thérapie, en 2003 à Paris, il y avait tout un numéro sur la présence en art-thérapie et en thérapie. Et ils avaient repris, d'ailleurs, vous voyez sous la photo, une des idées clés de notre article qui était la présence à soi. C'est un préalable à la présence à l'autre. Donc, comment travailler notre qualité de présence? Quelle qualité de présence travailler? Présence contenante, présence sensible, présence vulnérable. Enfin, il y a différents niveaux de qualité. Et qu'est-ce que ça implique au niveau du travail sur soi, dans l'articulation avec les ateliers clown? Une autre manière d'envisager le clown relationnel, qui est claire peut-être, parce que les soignants formés, tous ils nous disent, à tout moment, nous appliquons les fondements de la démarche sans nez rouge. Et quand on met un nez rouge, il y a de la magie en plus. Comment expliquer ça? C'est qu'au sein des arts-thérapies, la démarche clown relationnelle a cette particularité qu'une démarche de soin relationnel à médiation corporelle et artistique, comme je l'avais écrit dans l'article du Conseil de l'Europe. Médiation corporelle, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur les fondements sans nez rouge. Donc tous les fondements sans nez rouge, je vous ai décrit déjà certains, la posture de base, l'art d'être présent à soi en relation dans le moment présent, mais aussi différents niveaux d'empathie au niveau de la communication non verbale, de la communication. On peut les appliquer avec et sans nez rouge. Si on les applique avec nez rouge, il y a évidemment de la magie en plus. Les fondements sans nez rouge permettent de communiquer avec des personnes qui s'expriment par des comportements, et c'est pas n'importe quoi d'apprendre à parler avec ces personnes, mais ça favorise également les émotions positives, la joie, l'émerveillement, parce que ces personnes restent disponibles pour de la joie, pour de l'émerveillement. Ça dépend de nous, comment nous nous engageons dans la relation avec elles. Ces personnes sont disponibles pour chanter, et quand elles chantent, la parole leur revient, pour danser, y compris des personnes qui ne quittaient plus leur fauteuil ou qui refusaient des soins de kiné, elles se mettent à danser. Il faudra s'y faire. On vit des moments heureux avec ces personnes, c'est pour ça que j'insiste toujours, heureux, qui communiquent avec des personnes qui s'expriment par des comportements. Ah, regardez un peu, vous vous souvenez de cette image d'Épinal qui présente les âges de la vie depuis la naissance à la mort et qui met que à la naissance à la mort, on est dans un lit, puis on marche à quatre pattes et puis ça se décline. Ça, c'était la vision du XIXe siècle. Je n'aurai pas le temps de beaucoup développer, mais si on reprend la notion de personne psychiquement très dépendante sur ce dessin, qu'est-ce que ça donne? Donc il y a l'étape de maturation, l'étape de déclin. Winnicott a écrit le processus de maturation chez l'enfant. C'est dans ce livre-là qu'il développe l'idée de dépendance psychique, les 6 degrés de dépendance psychique. Dépendance totale, c'est comme le bébé, mais il dit que tout s'applique à l'enfant dans l'adulte. Et c'est comme ça que Charazak et d'autres psychiatres en cours en psychodynamique l'avaient appliqué en psychogériatrie. Et donc, il y a 6 degrés de dépendance et ça fluctue. Ça veut dire ça peut progresser et régresser chez chacun de nous d'ailleurs. Il y a des moments où on a envie de se replier sous sa couette, il y a des moments où on progresse, où on régresse, et nous sommes psychodynamiques et relationnels. Donc c'est important pour nous de travailler avec des repères à la fois psychodynamiques, puisque ça varie, mais aussi ça change selon ce qui se vit dans la relation. Donc ça peut être perdu dans la relation, ça peut être regagné dans la relation. Et donc Marion Perruchon, en 1993, avait publié ce beau livre où elle expliquait que pour les démences, il y avait, dans les degrés psychiques 1, 2, 3, 4, on a des personnes qui s'expriment principalement par des comportements. Au niveau 3, 4, 5, 6, on a des personnes qui s'expriment par la voix des mots, voire principalement par la voix des mots, mais vous voyez, les deux coexistent. Et si vous voulez savoir à quel point ça coexiste, vous mettez la télévision, vous coupez le son. Si vous avez un bon film, vous allez voir que tout le monde s'exprime par des comportements. Mais il y a des personnes qui s'expriment principalement, voire uniquement par des comportements.
Et donc, Marion Perruchon, dès 1993, indiquait qu'il y avait retour au pôle perceptif, on parle du cognitif au perceptif, affectif, moteur, c'est-à-dire des personnes dont le psycho-affectif s'exprime au niveau moteur par des comportements, c'est-à-dire, je peux vous le dire, à travers ce que nous avons pu apprendre avec les enfants autistes, au niveau des fondements du clown relationnel et de la clown thérapie, c'est-à-dire au niveau corps, cœur, enjeu, en relation. Ces différents fondements où nous pouvons apprendre à parler leur langage, à les rejoindre dans leur mode d'être pour approcher de leur monde. Donc des personnes qui expriment des détresses par des comportements, qui expriment leur angoisse, leur colère, leur tristesse profonde, par des cris. Ah, hein, on peut apaiser des cris, ça peut prendre quelques secondes. Vous reprenez en empathie. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je ne voudrais pas dire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de technique toute faite. Il y a des repères techniques. Et donc, chaque fois, il faut ajuster sur mesure. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs cas où ça prend très très peu de temps. Par exemple, je vous donne un exemple d'accompagnement de personnes qui sont dans des cris gémissements. Ah, et puis je commence avec l'empathie corporelle et ludique, et je vais vers de l'apaisement. Mais tout ça, évidemment, posture contenante, contact regard, relié avec la personne, en prenant le temps, et vous voyez la personne qui avait souvent le regard hagard, le regard qui revient petit à petit. La personne s'apaise et se remet à parler de manière cohérente. Parfois, si elle est toujours dans le langage, parfois, elle va simplement s'apaiser. Et alors, ce que nous avons appris avec ces personnes, c'est que si elles peuvent être dans des comportements troublés, elles peuvent être également dans des comportements paisibles ou apaisés. Elles peuvent être dans des comportements joyeux, dans des comportements vivifiés, heureux. Si on envisage comme ça, un questionnement clinique redevient possible. Et on peut, avec nos amis médecins, les soignants, on peut chercher ensemble, quand il y a un comportement troublé, je vous donne quelques questions, il y en a d'autres. Par quoi, par qui, comment? Quand on est dans les comportements paisibles, apaisés, on peut se poser des questions également. Par qui, par quoi, comment, en quoi? À partir de ce moment-là, les soignants qui se posent ces questions-là redeviennent acteurs de soins, créateurs de soins. Puisque nous faisons partie de la relation, c'est la bonne nouvelle. La seule part sur laquelle je fais partie du problème, donc je fais partie de la solution, la seule part sur laquelle je peux agir, c'est moi-même. Et là, on peut commencer à contribuer ensemble au bien-être et au mieux-être des patients, des résidents. Et donc, on est dans ce courant de la psychologie positive, où on dit, oui, il y a de la souffrance, mais il n'y a pas que la souffrance. Et si on s'appuie sur ce qui va, sur ce qui met du côté de l'heureux, il y a du beau et du bon à vivre avec ces personnes. C'est vrai que ces personnes nous invitent à ne pas rester dans l'intelligence de la tête, à ouvrir nos intelligences émotionnelles et relationnelles, à ouvrir nos intelligences ludiques, qui s'inscrivent toutes dans les intelligences corporelles. C'est ce qu'on peut développer à travers les fondements du clown relationnel et de la clown thérapie. Donc les besoins principaux des personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut aller un peu plus vite. Madame Schauder avait, c'est dans ce traité-ci, traité de psychologie clinique, avait dit contenance et empathie. Et donc, vous connaissez aussi le livre de Spitz sur les nourritures affectives. Alors là, vous voyez un Auguste avec son gamin dans la posture de base de l'Auguste. Vous voyez comment il est dans ses fesses, comme je dis, il habite ses fesses, il habite son bassin, il habite ses talons et ses fesses. La ponction contenante, la voilà dans une peinture magnifique qui est à Paris, et une peinture de Delacroix qui est à Saint-Sulpice. Et vous voyez comment l'ange est contenant, comment il peut contenir quelqu'un qui est dans une bagarre intérieure, hein, le combat de Jacob avec l'ange. Vous voyez la belle posture contenante. La posture contenante peut être accroupie. Oui. La communication affective, on va montrer quelques diapositives qui parlent d'elles-mêmes. Ici, c'était une personne qui était dans un syndrome de glissement. La personne qui accompagnait une cadre de santé à la police, et il y a une directrice d'EHPAD
qui est formatrice en validation. Et toutes les deux, on a accompagné avec cette personne dans une recherche-action pendant 4 mois. Et cette personne est sortie du syndrome de glissement, elle s'est remise à parler, elle a remise à requitter sa chambre. Mais ça nous a pris, c'est un accompagnement dans une durée, ça a pris 3-4 séances. Regardez, on a parlé tout à l'heure de trouver la juste proximité. Trouver la juste proximité et la juste distance. C'est différent et singulier avec chacun. Il n'y a pas de recette. Et là, il faut apprendre à écouter avec les yeux. Écouter avec les yeux. Écouter avec le cœur. Écouter avec les entrailles. Écouter avec la respiration. Un directeur d'EHPAD dans le Jura regardez, l'empathie corporelle et ludique, ça permet aussi, c'est ludique, donc j'ai l'initiative. Je ne suis pas uniquement dépendant de leur état. Je peux prendre l'initiative et agir sur leur état. Ici, c'est dans un salon de personnes Alzheimer. Vous connaissez ces salons où les personnes sont prostrées, éteintes, mutiques. Et Françoise dit qu'on fait des soins de réanimation. Et c'est à condition de s'engager. Je peux vous dire, on a beaucoup travaillé au niveau clinique. Un des critères de ce qui s'est publié depuis 15 ans pour l'accompagnement de ceux qui sont dans le noyau archaïque, c'est s'engager avec ses entrailles. Mais pour nous, attention, pas de cœur sans rigueur, donc un bon ancrage corporel. Ah voilà le directeur en 95, hein, donc Jean, qui était infirmier et qui, quand il a repris un établissement qui était en difficulté, sa première décision, c'est de lancer une expérience pilote, clown relationnel, et donc ça a été notre première formation centrée sur la psychogère. Et là, alors je vais vous montrer une petite séquence pour finir d'empathie corporelle. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu avec les personnes qui étaient en baptême clown relationnel il y a quelques jours, donc je vous le partage. Et vous voyez, je tiens le temps, hein, extraordinaire.